Donc, je suis Géraldine Chauvin, je suis chirurgien gynéco depuis une vingtaine d'années maintenant. Et très rapidement dans mon parcours, je me suis orientée vers la chirurgie de l'infertilité et donc de l'endométriose, puisque ça fait partie des patientes que l'on rencontre dans notre parcours. Et je me suis très vite encore plus spécialisée dans la chirurgie de l'endométriose. Depuis toujours, je voulais m'occuper plus spécifiquement des problèmes de femmes. Et l'endométriose, c'est la rencontre dans les patientes infertiles qui a fait que je me suis vraiment intéressée à cette pathologie, à la difficulté de cette pathologie, difficulté de diagnostic, de prise en charge. Et donc, quand vous tombez dedans, après, c'est tellement intéressant d'un point de vue et médical et technique chirurgicale que j'ai continué dans cette voie-là. On ne sait pas trop d'où vient l'endométriose. Il y a plein de théories qui s'affrontent. On sait la reconnaître, on sait la diagnostiquer, on sait la traiter et un peu médicalement et chirurgicalement. Et par contre, savoir pourquoi certaines patientes vont faire de l'endométriose et pas d'autres, c'est difficile parce qu'une des théories, c'est la théorie du reflux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des règles, on a une partie du sang qui va partir de l'utérus par les trompes et va aller dans le ventre. Quand on fait de la chirurgie pour autre chose, gynécologique, ou les chirurgiens digestifs pourraient vous le dire, on fait plein de célioscopies et on trouve du sang chez beaucoup de patientes dans le ventre, et ce n'est pas pour autant qu'une partie de ces patientes-là vont avoir de l'endométriose. Donc pourquoi est-ce qu'elles font de l'endométriose ou pas? Alors plein de théories s'affrontent, il y a probablement un peu d'environnement, de génétique comme toujours, mais on n'a pas trouvé vraiment la chose qui va nous dire, comme ça la recherche va chercher le médicament qui va empêcher qu'elle se produise. Comme on en parle un peu plus, on trouve un peu plus d'endométriose, mais est-ce que c'est une vraie augmentation de la prévalence? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est difficile de dire. Et puis moi en plus, j'ai vraiment une vision très biaisée des choses parce que je vois le 3/4 de mes patientes sont des patientes qui sont atteintes d'endométriose. C'est une conjonction de plein de choses, je pense. Les médecins qui s'en occupent, qui en parlent un peu plus, les pouvoirs publics qui ont décidé de mettre un peu d'argent là-dessus et d'en faire un plan national, et également les associations de patientes qui se sont constituées et qui sont très actives dans le domaine de la communication. Donc c'est un ensemble de choses. Elles sont très embêtées au quotidien par leur douleur et surtout par le fait que finalement, ça ne se voit pas qu'elles ont cette maladie-là. Et donc, elles sont très ennuyées d'un point de vue travail, d'un point de vue activité, de loisirs autres que leur quotidien. Donc, c'est vrai que c'est une interrogation qu'elles ont très régulièrement lors des consultations, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour m'améliorer, et parce qu'évidemment, ça ne se voit pas. Ce handicap-là ne se voit pas. Sur mes 20 années d'exercice personnel, j'ai remarqué qu'il y avait, oui, effectivement, l'évolution sur le plan du diagnostic, donc notamment l'imagerie avec les IRM de plus en plus performantes qui nous permettent d'avoir une meilleure visibilité de la pathologie, et dans la prise en charge, surtout dans la prise en charge globale des patients, parce que historiquement, les patientes atteintes d'endométriose sont prises en charge par des chirurgiens, gynécologues, ça a toujours été comme ça. Mais la prise en charge de ces patientes ne se résume pas exclusivement à une prise en charge chirurgicale, évidemment. Et j'ai remarqué sur les dernières années notamment, les quelques dernières années de mon exercice là, qu'effectivement on ouvrait beaucoup plus de prise en charge médicale, soins de support, prise en charge adaptée, en plus de la chirurgie qui est finalement une infime partie du traitement que l'on peut proposer à ces patientes. Ça va permettre de compléter le diagnostic que l'on faisait aujourd'hui. Ça va donner accès à peut-être un diagnostic, et il faudra valider ce diagnostic en faisant des examens. Tout ce qui est dépistage est bon parce que ça va permettre de faire le diagnostic plus précocement, ça va permettre de traiter les gens plus précocement et d'avoir des maladies beaucoup moins avancées. Une très belle évolution, qu'on puisse permettre aux étudiants d'avoir cette thématique-là dans leur cursus, et après d'avoir accès à des diplômes interuniversitaires qui permettent d'aller plus profondément dans cette spécialisation-là et de mieux comprendre la maladie surtout.
On ne nous a pas formés spécifiquement à l'endométriose, c'est qu'on s'y est intéressé et on n'avait pas ça dans nos études. Et c'est très bien qu'on ait ça dans nos études parce que ça va permettre justement de faire tomber tous ces dogmes et ces idées préreçues qu'ont les médecins sur cette maladie. Donc ça, c'est très bien. On est sollicité très régulièrement par plein de nouvelles associations de patientes qui créent des groupes de parole, qui créent plein de choses, plein d'activités, plein d'événements pour parler de cette maladie. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Parler de cette maladie va faire qu'elle va être plus visible pour l'ensemble de la population, qu'on va faire tomber les tabous dont vous parliez sur le fait que c'est normal quand on est une femme d'avoir mal. Oui, alors c'est un peu réducteur, mais c'est ça qui est encore dans l'inconscient des gens et dans la grande population médicale encore. Les femmes, on est une femme, on doit avoir des douleurs et c'est normal d'en avoir. Donc on ne va pas aller chercher si ces douleurs sont en lien spécifiquement avec une pathologie ou pas. C'est normal. Donc ça, c'est encore dans l'inconscient collectif. Ça me permet de véhiculer cette parole sur il faut écouter les patientes, il faut les diagnostiquer d'abord, il faut les prendre en charge et il faut leur proposer toute une série d'actions pour qu'elles soient mieux dans leur qualité de vie. Donc évidemment, quand elle m'a contactée, j'ai dit oui. On sait très bien que la chirurgie, elle règle pas l'ensemble des lésions, loin de là. Il y a beaucoup de patientes qui sont opérées qui, par la suite, ont encore des douleurs. Et donc, le fait de proposer un programme comme EndoTalk et Yoga, ou proposer plein d'autres choses, ça va permettre aux patientes de se rencontrer, de parler de leurs difficultés, et ça va les aider en apportant des soins de support, ce que l'on dit. Alors, ça peut être du yoga, ça peut être d'autres activités, comme ça peut être de l'acupuncture, de la méditation, de l'hypnose. Et il faut leur proposer le maximum de soins de support qui vont permettre d'améliorer leur qualité de vie. Et la chirurgie doit être là, évidemment, quand c'est nécessaire, mais elle ne doit pas être la réponse première et la réponse principale à une douleur et à une altération de la qualité de vie.